Vérifiez conditions en magasin. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Guillaume Tabar, bonjour. Bonjour David. À 8h13, l'édito avec Le Figaro. Et aujourd'hui, on parle de François Bayrou. Il a parlé de sentiment de submersion migratoire. Le Parti Socialiste a suspendu ses discussions avec le gouvernement sur le budget. Le Premier ministre a-t-il fait une gaffe ou lui fait-on un mauvais procès du côté de la gauche ? Écoutez, on ne peut pas parler de gaffe parce que François Bayrou a assumé hier à l'Assemblée les propos qu'il avait tenus lundi soir sur LCI. Et mauvais procès, écoutez, oui, dans la mesure où la gauche l'accuse d'avoir utilisé le langage de l'extrême droite en parlant de submersion. Mais vous l'avez dit, François Bayrou a parlé de sentiment de submersion et ça n'est pas la même chose. Il ne valide pas l'idée qu'il y aurait une submersion migratoire, même s'il a rappelé qu'à Mayotte, il était quand même difficile de prétendre le contraire, mais il se fait l'écho de ce que dit vivre toute une partie de la population française. Donc il dit sentiment de submersion. Et souvenez-vous, dans les années Jospin, quand la gauche parlait de sentiment d'insécurité, bien la droite lui reprochait d'être dans le déni. En reprenant cette formule, l'actuel Premier ministre met donc plutôt à distance cette notion, et c'est aussi en cela que l'on peut parler de mauvais procès. Alors à l'Assemblée hier, le Premier ministre a été conspué par la gauche et applaudi par le Rassemblement national. N'est-ce pas embarrassant pour lui ? Écoutez, je pense que ce qui est important surtout pour lui, c'est moins les réactions dans l'hémicycle que celles de l'opinion. Or, quel que soit le mot utilisé dont on peut discuter, une majorité de Français, et pas uniquement des électeurs du RN, sont convaincus que oui, il y a bien un problème de maîtrise des flux migratoires et que dans certains endroits, un seuil de tolérance a été atteint. Et je cite cette expression car elle était utilisée par François Mitterrand lui-même, c'était en 1989. Le risque, je pense, est pour les socialistes, car en s'indignant d'un mot, ils donnent l'impression, et peut-être même à certains de leurs électeurs, de nier la réalité. Et puis, sur un plan politique, si la gauche voulait vraiment faire reculer le vote RN, ils auraient au contraire à cœur de traiter les causes de ce vote. Or, l'immigration, et on le sait depuis très longtemps, est, avec le pouvoir d'achat, la cause principale du vote FN. Pour tout dire, il y a un côté un peu paresseux à se contenter de brandir l'épouvantail de l'extrême droite. Alors, à quelques jours du vote du budget, cette polémique peut-elle être fatale au gouvernement Bayrou ? En tout cas, c'est vrai qu'il y a un risque. François Bayrou a peut-être cru qu'il pouvait d'un côté négocier avec la gauche sur le budget, et puis de l'autre donner des gages à la droite sur l'immigration. Mais c'est un fait que le PS menace à nouveau de voter la censure. Il faut comprendre qu'en acceptant de discuter avec le gouvernement sur le budget, le PS est montré du doigt par le reste du nouveau Front populaire. Les Insoumis d'ailleurs ne sont pas privés de remettre la pression sur eux avec cette histoire de submersion. Alors taxer Bayrou de parler comme le RN, ça permet en tout cas de restaurer à peu de frais un semblant d'unité de la gauche. Maintenant, le PS ira-t-il jusqu'à la censure ? Écoutez, submersion ou pas, en toute hypothèse, il fallait s'attendre à ce que dans ces derniers jours avant la CMP, le PS joue le bras de fer avec le gouvernement. Et pour éviter la censure, Bayrou va sans doute devoir alourdir encore un peu plus la facture de ses concessions. C'est la submersion de la dette publique française. L'éditorial de Guillaume Tabar à retrouver sur votre application Radio Classique et en vidéo sur Le Figaro. À demain, Guillaume. À demain. Et maintenant, un invité exceptionnel sur Radio Classique, le meilleur professeur de physique qui soit, physique quantique. Il vient de publier « Si Einstein avait su », le prix Nobel de physique 2022 est l'invité de la matinale de Radio Classique. Bonjour Alain Aspect. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous avez reçu le prix Nobel de physique il y a 3 ans pour, je cite, les expériences menées avec des photons intriqués, établissant les violations des inégalités de Bell et ouvrant une voie pionnière à l'informatique quantique. Il va falloir être patient, Alain Aspect, et m'expliquer ce que c'est que la physique quantique et l'expliquer peut-être aussi à nos auditeurs pour qu'on sache de quoi on parle quand on parle de votre science. Écoutez, je vais le faire avec plaisir, mais ne sous-estimez pas vos auditeurs. Vous avez beaucoup de scientifiques qui adorent aussi la musique et qui sont vos auditeurs. Donc c'est aux autres que je m'adresse, à ceux qui ne sont pas des experts. Qu'est-ce que c'est que la physique quantique ? La physique quantique, c'est la science qui a émergé à partir du début du XXe siècle et qui a permis de décrire de façon mathématique les propriétés de l'infiniment petit. Et il faut bien comprendre, cette description est radicalement différente de tout ce qu'on avait jusque-là. Auparavant,
effectivement, quand vous décrivez la trajectoire d'un objet, d'un obus ou des planètes, vous le décrivez dans notre espace. Eh bien, la description mathématique donnée par la physique quantique ne se passe pas dans notre espace, elle se passe dans des espaces mathématiques abstraits. Et donc, d'abord, j'ai beaucoup de mal à comprendre comment les génies qui l'ont fondée ont réussi à mettre au point cette théorie. Mais ensuite, on a une difficulté, on y reviendra, c'est qu'une fois qu'on a fait les calculs dans cet espace abstrait, où ça se déroule très bien, si vous savez les faire, il faut revenir dans notre espace, et là, il y a une question d'interprétation de ce que nous raconte le résultat du calcul, et ça a été l'objet du débat entre Bohr et Einstein que je raconte dans le livre. Parce que vous avez essayé de les départager dans ce livre. Einstein avait une conviction, il disait Dieu ne joue pas au dé, donc il avait un sentiment que les choses étaient déterminées, et Bohr disait non, il y a de l'aléatoire. Oui, alors d'abord, je les ai pas départagés dans le livre. Je fais partie de ceux qui ont fait des expériences qui permettent effectivement de les départager sur l'interprétation qu'ils donnent. C'est un débat qui a commencé dans les années 1920 et qui effectivement est lié au fait que certaines prédictions de la mécanique quantique sont de nature probabiliste, c'est-à-dire que la théorie vous dit, dans telle situation, si je fais une mesure, je peux avoir le résultat numéro 1 ou le numéro 2 ou le numéro 3, et ce que la théorie me permet de calculer, c'est quelle est la probabilité d'avoir le numéro 1, probabilité d'avoir le numéro 2, probabilité d'avoir le numéro 3. Or, Einstein, lui, croit qu'une théorie ultime doit vous dire si je décris le système comme ça, voilà le résultat que je vais obtenir. Mais on est dans le monde quantique et rien ne se passe comme prévu. Ce qui est fou, c'est que quand vous dites l'infiniment petit, on a l'impression de pénétrer dans une galaxie où les lois de la physique changent par rapport à celles qui font que mon stylo est tombé devant mon micro quand je l'ai lâché. Alors elle change en partie. La description du monde que vous faites change en partie. Par exemple, l'électron, on dit c'est une particule dont on l'imagine comme un petit point qui se déplace dans l'espace. Mais on sait aussi que d'un certain point de vue, il faut le considérer comme une onde qui, au lieu d'être un endroit précis, remplit tout l'espace en quelque sorte. Donc effectivement, on est obligé de se représenter les choses d'une façon parfois autocontradictoire. J'ai lu qu'un électron dans le monde quantique, il peut être dans plusieurs endroits à la fois. Absolument. Ce qui est impossible pour vous et moi. Voilà, mais une onde, elle peut sans problème être à plusieurs endroits à la fois. L'onde, elle se propage dans toute la pièce, ici, elle est à plusieurs endroits à la fois. C'est pour ça que je vous ai dit que parfois, il faut le considérer comme une onde. Alain Aspect, prix Nobel de physique 2022 et l'invité de Radio Classique. Quelles sont les applications de ces découvertes ? Qu'est-ce que ça va changer dans notre monde d'aujourd'hui et dans le monde de demain ? Alors commençons par les applications que nous avons déjà. Comme je l'explique dans le livre, il y a deux révolutions quantiques. La première révolution quantique est établie dans la première moitié, je dirais, du XXe siècle. Les lois fondamentales sont établies en 1925. Elles permettent aux physiciens de comprendre des choses aussi peu importantes que la stabilité de la matière. Avant la physique quantique, on ne sait même pas pourquoi la matière ne s'effondre pas sur elle-même, puisqu'elle est formée de charges positives et négatives qui s'attirent, donc ça devrait s'effondrer. Donc ça permet aux physiciens de comprendre la stabilité de la matière, la façon dont la matière émet la lumière. Et puis, donc, 1925, c'est bien établi. Il faut attendre 2 décennies pour avoir la première application sérieuse qui est le transistor, excusez du peu, parce que lorsqu'on a beaucoup de transistors sur une seule puce, on a la base de l'ordinateur. Donc, premier fruit de l'optique quantique, de la mécanique quantique, le transistor et l'ordinateur. Deuxième fruit, le laser, 1960. Donc, vous voyez, on est loin depuis les premières équations, qui va permettre d'avoir une lumière que vous pouvez introduire dans les fibres optiques. Ce sont les autoroutes de l'information. Et il faut encore attendre 2 ou 3 décennies pour que ça bouleverse notre société, qui devient la société de l'information et de la communication. Ça, c'était la première révolution quantique. La deuxième révolution quantique, elle commence avec la controverse en 1935 entre Einstein et Bohr sur les particules intriquées. Cette controverse va rester philosophique pendant 30 ans. En 1964, John Bell, un théoricien du CERN à Genève, démontre que l'on peut trancher cette controverse qui a l'air philosophique, on va pouvoir la trancher par une expérience. Première expérience, John Clauser en 1972,
il a partagé le prix Nobel avec moi et avec Anton Zeilinger. Deuxième série d'expériences, celle que je mène avec mon équipe à l'Institut d'optique et qui culmine en 1982. Et puis, il y aura ensuite une série d'autres expériences, en particulier par Anton Zeilinger, qui commence à mettre en œuvre les premières applications. Alors, je reviens à la question de départ. Les applications, c'est quoi? Les applications de la seconde révolution quantique, elles n'ont pas encore bouleversé la société. Il y en a qui marchent déjà. Par exemple, la cryptographie quantique, c'est-à-dire des méthodes de communication en toute sécurité, dont la sécurité repose vraiment sur les lois de base de la physique quantique. En ce sens, c'est plus solide que les méthodes actuelles que nous avons. Ça marche, mais pour le déployer, c'est difficile. Mais on peut imaginer que ça va l'être au moins pour des applications de niche. En revanche, vous avez le fameux ordinateur quantique. Vous allez me poser la question, donc j'anticipe la question. Vous avez bien raison. Donc l'ordinateur quantique, c'est le fait qu'en utilisant beaucoup de particules intriquées, et non pas deux seulement, comme dans mon expérience, mais en ayant un nombre suffisamment élevé de particules intriquées, on a en principe un potentiel de calcul incroyablement plus grand qu'avec les ordinateurs actuels. Qu'est-ce que je veux dire par incroyablement plus grand? Je veux dire que soit on va pouvoir, avec un ordinateur quantique, réaliser des calculs qu'on ne peut pas faire avec les ordinateurs actuels, ou alors ça demanderait des siècles, soit faire les mêmes calculs en dépensant beaucoup moins d'électricité, ce qui est évidemment très important. Alain Aspect, on a augmenté la puissance de calcul des ordinateurs entre 1950 et aujourd'hui de façon exponentielle, et vous nous promettez avec le quantique qu'on va encore faire mieux, on va aller encore plus vite, les ordinateurs seront encore plus puissants. Oui, alors exponentielle, méfiez-vous, parce qu'exponentielle, ça veut dire qu'à chaque étape on double. Et donc, à partir du moment où vous avez besoin d'une centrale nucléaire pour faire marcher votre centre de calcul, ça veut dire que si vous doublez, il va falloir 2 centrales nucléaires. Si vous doublez encore, il va falloir 4. Donc, c'est un obstacle, l'énergie, ou pas du tout? Ah oui, je pense que incontestablement. Et c'est pour ça que quand on parle d'avantage quantique et que les gens mettent tout l'accent sur la puissance de calcul, je lève le doigt et je dis, attendez, si l'avantage quantique, c'est de faire les mêmes calculs en dépensant moins d'électricité, c'est peut-être tout aussi important. Alors tout ceci est encore spéculatif. On est dans la phase de la recherche. Alain Aspect, il faudrait 8 heures pour vous interviewer, peut-être toute une vie. Est-ce que vous avez le sentiment que le rapport de la société moderne à la science a changé? Est-ce que, à la fin du 19e siècle, la science, c'était la foi dans l'avenir, c'était la confiance? Aujourd'hui, il y a une défiance vis-à-vis de la science? Alors, la fin du 19e siècle, je n'y étais pas, mais par contre, effectivement, j'ai été élevé dans la France de l'après-guerre et des 30 Glorieuses, et je crois que la société avait effectivement une très grande confiance dans la science, tout simplement parce qu'elle observait les bienfaits de la science. La peine des hommes diminuée par le développement des machines, le simple fait, je suis originaire du sud-ouest à 100 ans, l'été il faisait tellement chaud qu'on ne pouvait pas garder les aliments à la maison, et puis on vous amène un réfrigérateur. Ça a l'air pas grand-chose, mais ça change la vie des gens. Et je ne parle pas des vaccins. Je fais partie de la génération à qui on interdisait de se baigner dans la rivière qui passe dans mon village qui s'appelle le Gers, à cause de la poliomyélite, et puis on a été vacciné contre la poliomyélite, et on a eu le droit d'aller se baigner, etc. Donc nous avons connu effectivement les bienfaits de la science. Qu'est-ce que ça vous inspire quand vous voyez des communautés américaines qui pensent que la Terre est plate, des gens qui sont vent debout contre certains vaccins, contre le principe vaccinal, ou qui pensent qu'on vous met des puces dans votre corps pour vous contrôler? Qu'est-ce que ça inspire au prix Nobel 2022 de physique? Ça inspire rien du tout. Je pense qu'il faudrait demander à un sociologue comment les gens peuvent être tellement aveugles aux preuves. Parlons des vaccins, par exemple. Je veux dire, on a toutes les études qui montrent qu'on a sauvé des dizaines de millions de vies, peut-être davantage, grâce aux vaccins. Et ça me permet de faire un petit couplet sur le fait que ce vaccin contre le Covid, qui a été mis au point en quelques mois, c'est un progrès extraordinaire par rapport à ce qui existait avant, où il fallait 10 ans pour mettre au point un vaccin, et ce progrès est dû au fait qu'une dame, Katalin Karikó, pendant 30 ans, travaillait dans son coin sur l'ARN messager, alors qu'on lui avait dit, écoute, si tu veux avoir une belle carrière, arrête de travailler là-dessus et va donc plutôt travailler sur l'ADN. Pendant 30 ans, elle a accumulé des connaissances qui,
du jour au lendemain, se sont révélées essentielles pour mettre au point ce vaccin. C'est encore une fois un plaidoyer pour le très long terme dans la recherche. Est-ce que la mondialisation, qui est aujourd'hui malmenée par tous les événements politiques et géopolitiques, freine, handicape, gêne les échanges scientifiques ? Oui, il n'y a aucun doute. Pensez-vous que je pourrais facilement aujourd'hui aller en Russie, rencontrer des collègues qui, pour un certain nombre d'entre eux, soutiennent l'invasion, il faut le dire, l'invasion d'un pays européen par un autre pays européen, avoir ramené sur notre continent des guerres que l'on pensait ne plus jamais revoir, c'est très difficile. Des gens avec lesquels vous travailliez autrefois. Oui, et donc une partie d'entre eux sont passés à l'ouest, cela, il n'y a aucun problème pour continuer, et un certain nombre d'entre eux sont restés de l'autre côté, et je n'ai pas vraiment de signaux montrant qu'ils s'opposent à la politique de leur gouvernement, à l'opposé de mes collègues israéliens, dont la plupart sont vent debout contre la politique de leur gouvernement. Mais en Israël, c'est quand même une démocratie, ils ont le droit de le dire. Un dernier mot, Alain Aspect, un avant-dernier mot. Est-ce que la crise des finances publiques menace la recherche, ou est-ce que vous estimez que la France fait ce qu'elle peut pour sanctuariser sa recherche ? Les deux, mon général. C'est-à-dire, je pense qu'incontestablement, ça menace. J'espère qu'il y aura une volonté de ne pas trop massacrer la recherche. Mais attendez, est-ce que je peux plaider pour qu'on sanctuarise complètement la recherche quand on voit les besoins dans les hôpitaux, les besoins de la justice, les besoins de l'école? Et je ne vous cache pas que de ce point de vue, j'étais un tout petit peu choqué contre la demande de sanctuariser le crédit des sports. Je pense que chacun doit prendre sa charge là-dedans. Alors, il ne faut pas massacrer la recherche, parce que la recherche, c'est le long terme, comme je vous l'ai dit. Heureusement, nous avons une source de financement qui, elle, n'est pas soumise à ces à-coups, c'est le financement européen. La France participe depuis des décennies aux programmes européens de recherche, et nous, chercheurs français, nous bénéficions des programmes européens de recherche, ce qui nous permet de ne pas couler quand les crédits sont réduits. Un mot sur l'éducation aux sciences en France. Vous pensez qu'elle est suffisamment poussée, qu'on l'encourage assez ? Non, absolument pas. Je plaide pour une éducation scientifique générale que l'on donne aux élèves qui ne vont pas se spécialiser en sciences. Il y a d'une part les programmes experts, c'est très bien, encore qu'on pourrait discuter de la nécessité de choisir 2 options parmi 3, mais c'est pas le sujet. Donc je plaide vraiment pour une éducation scientifique, aussi bien au niveau du lycée que dans les écoles de journalisme. Je vous regarde dans les yeux. Est-ce que vous avez une éducation scientifique dans vos études de journaliste? Ou bien les Sciences Po? Pensez-vous que les hommes et les femmes politiques ont une éducation scientifique générale? Je peux répondre aux 2 questions, ni l'un ni l'autre, mon général. Dernière chose, Alain Aspect. Si je mets de côté la démonstration de l'existence de Dieu et de la création de l'univers, est-ce qu'il y a une recherche que vous rêvez d'entreprendre et un résultat que vous rêvez d'obtenir? Alors, l'existence de Dieu, ça, je vous assure que c'est absolument pas dans mon champ de perspective, je dirais même d'intérêt. Ce que je cherche, ce que j'aimerais voir dans les années qui me restent à vivre, c'est la réponse à 3 questions. Premièrement, aura-t-on un ordinateur quantique aussi fabuleux que celui dont nous rêvons? Deuxièmement, les questions de cosmologie, de matière noire et d'énergie noire. Alain Aspect, qui a poussé les frontières du temps radiophonique. Merci d'être venu nous voir ce matin pour parler de votre parcours et de vos convictions. Alain Aspect, prix Nobel de physique 2022. Si Einstein avait su, ça vient de paraître chez Odile Jacob. C'est absolument passionnant scientifiquement et surtout aussi sur le parcours d'un homme. À bientôt, Alain Aspect. Dans un instant, le rappel des titres et la revue de presse d'Hervé Gattegno.